I was always on the run, worried by what I'd become. Bonjour, c'est Déborah, la voix de ce podcast. Pas d'inquiétude, l'épisode débute d'ici peu, mais une fois n'est pas coutume, j'avais un petit truc à vous dire. Vous le savez, avec My Name is Mom, j'ai à cœur de vous dresser des portraits de mamans aux histoires personnelles fortes, intéressantes et touchantes. J'en suis au 14e épisode et je suis heureuse de vous présenter mon premier partenaire, la marque Binature. Binature sont des produits à la composition naturelle qui prennent soin de la peau de toute la famille. J'adore l'efficacité et la simplicité de cette gamme de soins à base de miel gourmand composé seulement de 9 produits. J'aime le parti pris choisi par Binature, la qualité plutôt que la quantité. Depuis quelques années, Baby Nature est venu agrandir la famille. Je trouvais ça assez dur, moi, quand mon fils aîné, de trouver des produits de soins adaptés à sa petite peau fragile et pas hors de prix. Baby Nature propose un gel lavant doux, un shampoing, un lait corporel et un baume de change, tout ce dont une jeune maman a besoin. 2 nouveaux produits sont annoncés pour cette année, mais c'est encore un peu secret. Je peux juste vous dire qu'il y en aura une en été et que les petites fesses de bébé vous diront merci. Je remercie en tout cas pour ma part Binature pour son soutien, et parce que la marque est généreuse, elle vous offre 15% sur ses produits avec le code CUB, SEAUBEE. Allez, vous êtes prêts? Place à l'épisode. Je ne vais pas vous mentir, je n'avais aucune envie de parler coronavirus et confinement dans le podcast. Comme si ne pas parler d'éléphant au milieu de la pièce allait faire que la vie normale allait reprendre plus vite. Mais ce qui se passe actuellement est historique, et donner la vie alors que les médias ne parlent que de mort, franchement c'est compliqué. Ça l'a été, et ça l'est toujours pour Laura, ma courageuse invitée du jour. Elle n'avait clairement pas imaginé sa grossesse, son accouchement et ses premiers mois de maman comme ça. Si l'épisode vous a plu, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles quand c'est possible. Merci et bonne écoute. Bonjour Laura, merci de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui nous écoutent ? Bonjour Déborah, bonjour à toutes et tous. Merci à toi de m'accueillir dans ton podcast que j'aime beaucoup, donc je suis très flattée que tu m'aies invitée. Je m'appelle Laura, j'ai 29 ans et je suis journaliste. Voilà, on se connaît effectivement du boulot et ton histoire est intéressante. C'est marrant parce que c'est un sujet, on est ici pour parler de la maternité sous Covid. Ouais. C'est un sujet, c'est rigolo, que j'avais pas vraiment envie de... Enfin non, c'est pas rigolo, mais que j'avais pas envie de traiter parce que je me disais qu'on entendait beaucoup parler. Et puis tu m'as raconté un petit peu tous l'effet que ça avait eu sur toi, cette période particulière. Donc voilà, je voudrais qu'on revienne, comme d'habitude avec ce podcast, au début. À quel moment, bien avant toute cette histoire, tu as décidé de faire un enfant ? À quel moment tu t'es dit on y va ? Alors moi, j'ai toujours eu très envie de devenir maman. Donc je pense que depuis l'âge de 24 ans, je fais campagne auprès de mon mari pour qu'on ait un bébé. Et lui, c'est quelqu'un de très rationnel. Donc il fallait qu'on soit mariés, qu'on habite dans une maison, qu'on ait des emplois stables pour vraiment avoir tout le confort et toute la sécurité pour accueillir un enfant. Et donc, il y a 1 an maintenant, on a emménagé dans notre maison. Et quelques mois avant d'emménager dans la maison, on a essayé d'avoir un bébé. Et puis voilà, je suis tombée enceinte. Ça a mis un petit peu de temps quand même, parce que je pense que j'étais aussi dans une période de ma vie pas super évidente. J'ai aussi pas mal de problèmes de santé. Je vivais dans un endroit provisoire où je me sentais pas forcément bien. J'ai un cycle très irrégulier et c'est difficile de tomber enceinte sans test d'ovulation dans mon cas. Et donc voilà, ça a mis presque 1 an quand même. Puis je suis tombée enceinte, donc c'était fin décembre 2019. Je l'ai appris au courant du mois de janvier 2020, donc un petit peu avant tous les événements. Toute cette histoire de Covid. Oui. Et donc justement, on est en janvier 2020, on sait... Est-ce qu'on sait déjà à ce moment-là d'ailleurs qu'il y a un virus chinois ? Je pense oui, parce que je pense que c'est dans le courant du mois de novembre qu'on en a parlé en Chine. Après, au départ, moi je regardais ça vraiment de très loin. Je crois que je me moquais des gens qui se donnaient un coup de coude ou un coup de pied pour se dire bonjour. Moi je continuais à faire la bise, je me lavais les mains mais pas de façon obsessionnelle. Et même les premiers mois de ma grossesse, j'étais pas forcément stressée. Il se fait que j'ai vécu un confinement un petit peu avant l'heure parce que j'étais très malade pendant ce premier trimestre de grossesse. Donc j'ai arrêté de travailler pendant quasi 6 semaines où je suis restée un peu clouée au lit. Puis j'avais à peine repris le travail qu'on parlait de ce premier confinement au mois de mars. Et au début, j'ai vu ça un petit peu comme une chance parce que je pensais que ça allait durer 15 jours et que j'allais pouvoir rester 15 jours en plus à la maison.
m'occuper du bébé qui grandissait dans mon ventre et avoir mon mari à côté de moi qui télétravaillait aussi. Et... Oui, et puis c'était le printemps, Voilà. et voilà, il y avait de la lumière, du soleil, donc tu te dis, je vais pouvoir finalement m'occuper de moi et profiter de cette grossesse. Quoi. Voilà, j'ai pas flippé outre mesure, j'étais encore dans un stade où je me disais, ouais, c'est une vieille grippe, les gens s'emballent. Ouais, c'est ça. Et à quel moment, du coup, t'as senti qu'il y avait eu un switch chez toi? Parce que là, donc tu tombes enceinte, évidemment, il y a des examens médicaux qui se mettent en place, donc tu vas à l'hôpital, enfin, tu vas chez la gynéco, je sais pas si tu la consultes en cabinet privé ou pas. On commence tous à être obligation du port du masque. À quel moment t'as senti qu'il y avait eu un petit switch dans ta tête en se disant ça m'inquiète Alors le quand même, switch, quoi. il s'est fait pour moi justement quand j'ai eu un appel de ma gynécologue qui travaille à l'hôpital. Ce que j'adore ma gynécologue, mais ce que j'ai regretté d'avoir une gynécologue à l'hôpital, en tout cas pendant cette période, les mesures à l'hôpital étaient évidemment encore plus fortes qu'en cabinet privé. Aussi, c'est une gynécologue qui était moins joignable, quoi. On doit toujours passer par le secrétariat de l'hôpital. Donc, un jour, elle m'appelle tout simplement. Je venais d'atteindre les fameux 3 mois. On avait découvert que j'attendais un petit garçon. Et puis, ma gynécologue m'annonce que tous mes rendez-vous médicaux, normalement, on a donc une visite de contrôle par mois, sont annulés jusqu'à nouvel ordre. Donc pour une première grossesse, une jeune maman, c'est un peu stressant. Moi, j'avais besoin d'être rassurée, d'aller à ces rendez-vous tous les mois, qu'on me dise que mon petit garçon était en bonne santé, surtout à un stade où on ne le sent pas encore bouger dans son ventre. On a envie de se dire, voilà, son petit cœur bat bien, il est en bonne santé. Ça, j'y avais plus droit et donc j'étais très, très anxieuse à partir de là, surtout que ma gynécologue, j'en ai profité pour lui parler du Covid et lui demander un peu quel était l'impact chez les femmes enceintes. Et donc bon, je pense que c'est pas encore tout à fait clair. Non, c'est toujours pas. C'est encore assez flou. Ouais. Mais bon, à l'époque, elle me disait non, normalement ça ne se transmet pas au fœtus, au bébé. Mais bon, soyez vigilante parce que, comme pour n'importe quelle maladie, je pense qu'il y a pas pire période pour tomber malade que quand on est enceinte. Déjà parce qu'on ne peut pas prendre tous les médicaments qu'on veut. Et puis aussi parce qu'on a peur de ça. Et ma gynécologue m'a dit, faites attention, ne faites pas de fièvre, ça peut provoquer des accouchements prématurés. Donc si vous voyez que votre fièvre augmente, il faut vraiment prendre ça en charge très rapidement. Et là, c'était la phrase qu'il fallait pas me dire, qui a commencé à tourner dans ma tête et qui m'a fait très très peur. Et là, je suis entrée dans un tout autre mode par rapport au Covid, c'est-à-dire que je me suis vraiment confinée, mais à 100%. J'allais plus faire mes courses, je demandais à mes parents de me les déposer. Je suis vraiment pas sortie. Mais tu laissais même pas ton conjoint y aller. Non. Voilà, c'est ça. S'il y avait une sortie, je l'obligeais à aller se désinfecter dans la douche. J'étais vraiment très, 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 très anxieuse. Alors que de nature, t'es pas particulièrement hypocondriaque. Non, mais je suis pas à plaindre parce que j'ai jamais eu de problème de santé grave, mais j'ai une santé assez fragile. Je pense que pour mon jeune âge, donc j'ai 29 ans, j'ai déjà fait pas mal de passages à l'hôpital parce que j'ai souvent eu des petites maladies qui ont pris des proportions un peu plus importantes. Et donc j'ai pas une santé, et comme je le disais, avant de tomber enceinte, j'ai vécu une année difficile où justement j'étais pas mal malade, j'étais hospitalisée pour des allergies très fortes, donc rien à voir, mais la santé c'est quand même un sujet qui me fait un petit peu peur à la base, quoi. Ouais, c'est ça, tu es alerte aux choses déjà en temps normal, mais voilà. Là ça a déclenché un stade supérieur, quoi. Et donc tu penses que c'est dû, donc à ce moment-là on savait pas, donc est-ce que tu trouves qu'après coup, avec le recul, que ta gynéco était alarmiste ou qu'elle a bien fait de te dire ça? Non, je pense qu'elle a été alarmiste, qu'elle aurait peut-être pas dû me dire ça. Après, je pense pas qu'elle ait voulu mal faire. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû qu'on aurait peut-être pas dû dire ça à quelqu'un comme moi. Mais bon, ça, elle pouvait pas le savoir non plus. Quelqu'un de sensible, quoi. Oui. Ça. Et donc, du coup, tes rendez-vous médicaux étaient annulés à ce moment-là. Comment ça s'est passé? Parce que j'imagine que tu en as eu quand même jusqu'à la fin, ou pas du tout? Alors, j'en ai pas eu pendant 2 mois. Donc, j'ai raté 2 rendez-vous. En fait, donc je devais... Il y a 3 échographies obligatoires quand on est enceinte, une par trimestre, et les autres, ce sont plus des petits check-up mensuels, mais qui ne sont pas obligatoires. Donc les trois grosses échographies ont toujours été maintenues.
Mon prochain rendez-vous, c'était pour cette deuxième échographie, celle du deuxième trimestre. Moi, j'en pouvais plus. Donc, j'ai appelé ma gynéco. Je lui ai dit, il faut que je vous voie, vraiment. C'était fin avril. S'il vous plaît, j'angoisse trop. Et donc, elle m'a organisé un rendez-vous. Ce qui a été dur aussi, c'est que mon mari, qui a toujours voulu s'impliquer, n'a pu assister à aucun rendez-vous. À ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, les échographies, donc ces 3 grosses échographies, les maris, les papas peuvent accompagner, mais à l'époque, c'était même plus autorisé. Donc tu es allée toute seule avec ton angoisse, ton masque et... Voilà, ouais. C'est ça. La première fois que j'ai donc été à l'hôpital pour un rendez-vous de contrôle, c'était une horreur pour moi psychologiquement, parce que j'ai vraiment dû me préparer à aller réaffronter le monde extérieur. Je me souviens, envie pressante de femme enceinte, je devais absolument faire pipi dans l'hôpital, et donc le stress, je vais devoir aller dans des toilettes publiques, ouvrir les portes, toucher les portes, toucher la chasse. Enfin voilà, c'était assez stressant pour moi. Et donc oui, j'ai vécu toutes ces échographies toute seule. Alors c'est pas grave, hein, y a plein de mamans qui le font souvent parce que le papa est occupé, c'est pas toujours se libérer. Mais voilà, pour notre couple, c'était quelque chose d'important. Le papa était aussi assez affecté de ne pas pouvoir venir. Il a raté finalement ses premiers moments à lui aussi, où il avait envie aussi d'être là, quoi. Il a vu, la dernière échographie qu'il a vue, c'est celle des 3 mois, puis il n'a plus jamais vu son petit bébé sur un monito à travers mon ventre, quoi. Ouais. Comment tu te sens, du coup, en dehors de l'inquiétude que ça a généré, que toutes ces situations ont généré chez toi, comment tu te sens à ce moment-là ? Est-ce que tu es heureuse d'être enceinte quand même ? Parce qu'une inquiétude, on l'a toute dès qu'on tombe enceinte, tu as toujours peur de mal faire, que ça se passe mal, mais il y a quand même ce bonheur qui prend le pas. Est-ce que toi, tu sentais ça ? Oui, j'étais vraiment très heureuse. Pas le premier trimestre, parce que j'ai été très malade et je cessais de répéter, j'aurai un seul enfant, c'est pas possible, c'est atroce. Puis j'ai vraiment été très heureuse. Parce que c'est aussi une chance que j'ai, c'est que j'aime mes amis, mes parents de tout mon cœur, et je suis très heureuse à chaque fois que je les vois. Mais je suis quelqu'un d'un peu solitaire aussi, et de très familial, et je tiens fort à mon petit noyau, et je suis très heureuse avec mon mari et mon fils aujourd'hui. Ça me suffit en fait amplement pour me rendre heureuse. J'ai pas tellement besoin de plus, ce qui veut pas dire que je suis pas heureuse et que j'aime pas quand je vois les autres, mais voilà, je suis pas malheureuse si je ne les vois pas. Et donc j'étais heureuse, oui, surtout quand j'ai eu ce rendez-vous, que j'ai pu le voir bouger, après la fameuse écho-morpho, qui est une écho un peu stressante pour toutes les mamans, celle du deuxième trimestre, puisque c'est celle lors de laquelle on décèle d'éventuelles anomalies. Donc ça m'a rassurée beaucoup de le sentir bouger. Et puis alors à l'été, il y a eu le déconfinement, et j'étais toujours stressée, mais finalement moins qu'aujourd'hui. Et je suis quand même ressortie un tout petit peu, voilà. Sans masque, en essayant de voir les gens un petit peu normalement, en respectant les distances. Je suis quelqu'un qui a toujours été très respectueuse des règles, mais j'étais plus détendue, et j'ai refait un petit peu des choses qui m'ont fait du bien aussi. C'est une grossesse qui globalement s'est bien passée. Vraiment, en termes de grossesse, t'as pas eu de soucis de santé? Non. J'ai eu aucun souci, tout s'est très bien passé. Et est-ce qu'il y avait des fantasmes liés à ta grossesse que tu n'as pas pu réaliser à cause du Covid ? Ah oui, ça, c'est ce qui a été... Donc au-delà de le papa qui n'a pas pu assister aux échographies. J'aurais rêvé par exemple tout simplement que ma maman mette sa main sur mon ventre et qu'elle sente... mon petit garçon lui donner des coups de pied. J'aurais rêvé aller au boulot, que mes collègues de travail puissent voir évoluer mon ventre de jour en jour, partager ça avec mes copines. J'ai pas fait, c'est un peu cliché, mais j'ai pas fait de baby shower. C'est pas un truc qui est primordial pour moi, mais bon, c'est toujours chouette de se réunir. Et voilà, je me suis mariée aussi pendant ce confinement. Ouais. Et donc j'ai fait un mariage juste... avec mes parents et nos 2 sœurs respectives. Et voilà, il y a plein de choses qui m'ont manqué. Et je dis toujours, finalement, il y a que le facteur qui venait m'apporter mes colis, parce que j'y étais franco sur le shopping online, qui a vu mon ventre évoluer. Et donc, en fait, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants rapprochés. Et je ne sais pas si ce sera possible, parce que voilà... déjà, c'est la nature qui décide. Je ne sais pas, avec mon problème de cycle irrégulier, si ça ira
et si ça ira vite. Moi, j'allaite mon petit garçon, donc souvent quand on allaite, le retour de couche tarde à venir. Et en fait, finalement, je veux de toute façon être certaine que cette pandémie soit terminée. Je ne sais pas combien d'enfants j'aurai, mais si j'en ai que 2, je ne veux plus vivre une grossesse comme ça. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui m'ont dit « Mais quelle chance tu as d'être enceinte pendant le Covid, tu ne dois plus te taper le stress des embouteillages, tu pourras pouponner à la maison, tu peux te concentrer sur toi, sur ta grossesse. » Moi, j'avais envie d'aller en vacances, d'aller exposer mon bidou sur les plages. Je me sentais bien dans mon corps, enceinte. Je me sentais plus belle qu'aujourd'hui. J'étais fière d'être enceinte et personne ne l'a vu. C'était quelque chose... Voilà, et j'ai vécu aussi une grossesse particulière parce que ça a du positif et du négatif, mais en fait, je me définissais plus que comme une femme enceinte et plus comme Laura, comme une femme, parce que je ne faisais rien d'autre. Certes, je travaillais, mais je travaille dans le domaine de la culture, un domaine qui a été particulièrement impacté. Donc, mon travail ne ressemblait plus du tout à ce qu'il est supposé ressembler. Et donc, en fait, quand j'ai commencé à me détendre un peu par rapport au Covid, ce que je faisais, c'est tous des rendez-vous médicaux. J'ai fait plein de trucs de préparation à la naissance, d'aptonomie, d'hypnonaissance pour me préparer à l'accouchement. Il n'y avait plus que ça, finalement. Je devais me trouver toutes des activités qui étaient autorisées et vraiment liées à mon bébé. Et du coup, j'ai développé une relation fusionnelle, mais même un peu presque trop fusionnelle. Ouais. Et quand j'ai accouché, ça a été très dur. Après, il y a beaucoup de femmes qui vivent un baby blues, mais je me suis sentie vide et j'ai dû vraiment me poser la question, en fait, à quoi je sers et qui je suis sans ce bébé dans mon ventre. Moi, mon rôle, c'était de protéger ce bébé, de le faire grandir au mieux. Maintenant, il est né, je fais quoi? Je suis qui, quoi? Justement, on en vient à l'accouchement. Mm-hmm. Est-ce que tu savais comment ça allait se passer? Est-ce que tu avais eu des infos précises ou est-ce que c'était arrivé et que c'était le flou total, quoi? On m'avait expliqué que je devrais me rendre à la maternité en masque, avec un masque, je serais prise de température. On ne m'a pas testé, on ne m'a pas fait de test PCR avant l'accouchement. Je sais que pour certaines mamans qui ont accouché pendant le premier confinement, c'était le cas. Moi, j'ai accouché au mois de septembre, donc on n'était pas encore dans ce deuxième confinement à l'époque. Et donc voilà, en fait, c'était un accouchement très très particulier. Normalement, moi j'ai souhaité accoucher avec péridurale. Normalement, on voit un anesthésiste avant. Pour moi, ça n'a pas été le cas. J'ai dû envoyer une fiche en fait pour expliquer si j'avais des tatouages, ce genre de questions qu'on pose si je prenais des médicaments, enfin une anamnèse assez générale, mais j'ai pas vu d'anesthésiste avant, chose qu'on fait normalement. Et puis donc en salle d'accouchement avec le masque non-stop. Quoi, ça, c'était, Et avec ton mari à ce moment-là, oui, où lui a pu être là, quoi. Avec mon mari, on a de la chance parce que c'était notre premier enfant, donc il a pu rester avec moi tout le temps. Il n'y avait personne à garder à la maison. Ma meilleure amie était enceinte aussi et pour elle, ça a été un petit peu plus compliqué parce que le papa reste souvent avec l'aîné et donc on se retrouve tout seul à la maternité toute seule à la maternité vu que les visites n'étaient pas autorisées. Donc vous êtes à 2 à ce moment-là. Oui. Comment s'est passé cet accouchement ? Très bien, j'ai eu des contractions vers 4h du matin. Je voulais pas aller à l'hôpital parce que j'avais pas assez mal et que je me disais ouais, ça doit pas être ça, et franchement c'est la honte si j'arrive et que je crois que j'accouche et qu'on me renvoie. Et puis Antoine m'a dit oui non ça va, t'as quand même pas l'air au top et ça a l'air, ces contractions ont l'air assez rapprochées, donc on va y aller. Et donc j'ai encore pris ma douche, préparé mon sac, vraiment très détendue. Et puis je suis arrivée à la maternité, j'ai perdu les os, j'étais dilatée à plus de 5 cm, donc j'ai eu ma péridurale directement. Et la péridurale, c'est tout simplement fabuleux. Je confirme. Donc voilà, j'ai attendu tout simplement que mon col soit assez ouvert et j'ai accouché d'un parfait petit garçon en parfaite santé. Le travail a duré 6 heures au total, donc c'était pas très long. C'est un moment que j'ai adoré être enceinte, j'ai adoré accoucher, même si ça peut paraître un peu bizarre pour certaines. J'adore être maman.
j'ai l'impression que je suis faite pour ça, que c'est ce que j'ai envie de faire. Après, au niveau de l'accouchement, c'est vrai que j'ai dû pousser pendant assez longtemps parce que la péridurale s'était un peu réveillée. Et donc, finalement, c'était la seule chose qui me faisait du bien, c'était de pousser, qui me soulageait. Parce que faire du bien, c'est encore... Ouais, c'est ça. C'est Voilà. pas le terme qu'on emploie à ce moment-là. Voilà. Et donc, j'ai la chance d'être entourée par une super chouette sage-femme. À un moment, je lui ai dit, écoutez, je peux pas quand même retirer mon masque 2 minutes parce que mon petit bébé, son cœur est un petit peu décéléré à un moment, rien de grave. Mais donc, j'avais un tube à oxygène, le masque. Puis pousser. Au final, j'ai quand même bien poussé. J'ai poussé pendant plus d'1 heure. Hein. Et c'était pas un bébé qui est sorti en 2 poussées. Et donc, voilà, j'étais en sueur, je transpirais à grosses gouttes et j'étouffais un petit peu dans mon masque. Donc voilà, et après, mon bébé, il m'a vu pour la première fois avec un masque. Tu penses à ce moment-là, quand tu le prends sur toi, tu te dis, purée, le premier... Bon, après, il voit pas grand-chose à la naissance, mais le premier regard que vous échangez... Ouais, c'est ça, le premier regard que vous échangez, t'es masqué, quoi. Oui, mais j'y ai pas pensé. Honnêtement, j'y ai pas pensé. J'étais heureuse d'être avec mon petit garçon. C'est vrai que la première fois qu'on l'a changé, on avait un masque. La première fois qu'on lui a donné on avait un masque. C'est des choses qu'on immortalise en photo. Donc, on verra ces photos où on est tous masqués. Dès qu'on appelait une sage-femme, dans la chambre d'hôpital, on pouvait retirer son masque. Mais dès qu'on appelait une sage-femme ou qu'un médecin passait, vite retrouver son masque qu'on avait foutu partout. On ne mettait pas la main dessus. C'était assez spécial. Après, il y a eu l'aspect, donc pas de visite. C'est pour moi n'était pas forcément non plus négatif parce que j'applaudis vraiment toutes les mamans qui, au lendemain de leur accouchement, quand elles tiennent à peine assises, qu'elles ont les seins engorgés de lait au possible, elles accueillent comme ça avec le sourire, et toutes les nuits blanches aussi, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on ne dort pas les premières nuits du tout. Pas spécialement parce que bébé nous embête, non, mais parce que une montée d'excitation, ouais. Et donc, j'applaudis les mamans qui ont des visites à la maternité. Il faut du courage. Rien que pour se lever, aller prendre une douche, se laver les cheveux et avoir l'air un peu présentable. Donc, moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance de pouvoir rester dans ma chambre avec mes cheveux gras et mon lait qui coulait sur ma chemise de nuit sans aucune pression, quoi. Mais bon, tu prêches une convaincue, tu le sais. Moi, je n'ai pas eu de visite à la maternité, mais c'était pas en temps de pandémie, donc moi, je l'ai choisi. Mais est-ce que toi, du coup, quand tu te projetais avant le Covid, est-ce que tu imaginais avoir des visites ? J'imaginais avoir des visites, pas spécialement parce que c'était ma volonté, mais parce que je pense que ça aurait été impensable d'interdire à mes parents et aux parents d'Antoine de venir voir leur petit-fils, par exemple. J'aurais pu les limiter, mais je pense qu'il y a des gens très proches qui auraient été très vexés de ne pas venir. Et ce que je me suis rendu compte en tombant enceinte, c'est qu'on fait aussi beaucoup de choses pour faire plaisir aux autres, mais pas que par rapport à la maternité, parce qu'on n'ose pas dire non et qu'on devrait un peu plus penser à soi. Mais ça, c'est une généralité qui s'applique à beaucoup de domaines dans la vie. Et comment ils l'ont vécu du coup ? Bon, à l'hôpital, ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit de venir, parce que voilà, c'était comme ça, c'était les règles. Mais après, comment est-ce qu'ils ont vécu le fait d'avoir raté les grands-parents, donc les premières heures, les premiers jours de ton fils ? Est-ce que tu les as vus quand tu es rentrée chez toi ? Est-ce que tu t'as fait rencontrer ton fils à ta famille, à tes copains ? Déjà, ils l'ont rencontré d'abord par FaceTime ou par appel vidéo à l'hôpital. C'est comme ça qu'ils l'ont vu pour la première fois. Puis, on est resté 5 jours à la maternité, un peu plus long parce que Raphaël a fait une jaunisse. Et donc, il a dû avoir des petits bancs solaires. Il avait le teint allé. Et puis, donc, on est rentré à la maison. Et donc là, on commençait à reparler un petit peu. Le Covid, les cas augmentent. Donc, alors que je pensais cet été que finalement les retrouvailles les rencontres à la maison se feraient tout à fait normalement, c'était pas tout à fait le cas. Donc, c'est vrai qu'on a demandé à tout le monde de venir masquer, nous rendre visite. C'était des visites avec masque, soit à l'intérieur avec masque, soit à l'extérieur sans masque, toujours avec les distances. Personne n'a pris ton fils dans les bras ? Personne n'a pris mon fils avant ses 3 mois. Mes parents et les parents d'Antoine l'ont pris quand il avait 3 mois. Et aujourd'hui encore, mon petit garçon, à l'heure où tu sortiras ce podcast, aura 6 mois. Et aujourd'hui encore, ce sont les seules personnes qui l'ont prise. Ma sœur l'a pris et c'est tout.
on n'insiste pas, et si les gens ne demandent pas, on ne le propose pas. On essaye de se détendre un petit peu par rapport à ça, de relativiser, de se dire que on entend quand même que les enfants attrapent en tout cas peut-être moins facilement le Covid et le transmettent un petit peu moins. Donc on essaye un petit peu de relativiser par rapport à tout ça, mais ça a été très dur. Moi je me souviens des visites à la maison où en fait j'accueille plus des gens à la maison normalement, c'est-à-dire que je regarde tout ce qui touche, je passe avec mon petit désinfectant après, c'est devenu obsessionnel, je ne profite d'aucune visite. Je me souviens de la sœur d'Antoine qui a caressé la joue de Raphaël. J'ai fondu en larmes quand ils sont partis parce que je me suis mis à flipper, quoi. Donc voilà, j'ai été très, très affectée par ce Covid. Et à chaque fois, en fait, que j'ai fait quelque chose, ça m'a fait du bien de voir des gens. Mais après, je pesais le pour et le contre de est-ce que ça en valait vraiment la peine par rapport à toute la culpabilité et l'angoisse que ça entraînait. Parce que je demandais à mon mari 15 fois par jour, est-ce que tu es sûr qu'on a bien fait? Est-ce que si c'est ça, tout le temps dans cet état d'esprit. Et d'un autre côté, donc c'est quelque chose qui m'angoisse, mais on me dit toujours, ah Laura, t'es vraiment stressée, une flippée du Covid. Et quand j'y pense, j'ai envie de dire non, parce que oui, c'est quelque chose qui m'angoisse, mais je suis pas... Parce qu'on m'a dit aussi, parce que ça c'est aussi... tu le sais, tu l'as très bien dit dans ton livre, on adore culpabiliser les mamans. Moi, on m'a beaucoup dit que tout mon stress et que tout ce Covid, ça allait... que les enfants sont des éponges et qu'à cause de moi et de mes angoisses, mon petit garçon allait être un angoissé de l'extrême. Mais j'ai envie de leur répondre qu'en fait, à la maison, je ne suis pas du tout stressée. Je suis quelqu'un de très calme et d'assez serein. Parce qu'en fait, je fais le choix de ne pas m'exposer à mes peurs, quoi. Donc, c'est-à-dire que je ne vois personne, c'est un sacrifice que je fais. Et je me dis, je vais mordre encore un petit peu sur ma chic jusqu'à ce que ça aille mieux. J'espère que ce serait quand même pour bientôt, qu'on sera tous vaccinés et que à l'été, on pourra revivre normalement. Maintenant, comme tout le monde, je crois que je commence à avoir besoin d'un peu plus de vie sociale. Donc, je fais beaucoup de balades. J'essaye de voir un petit peu plus de gens et de leur demander, en tout cas, dans un premier temps, de bien vouloir faire sous mes conditions, c'est-à-dire d'encore porter un masque à l'intérieur. Et voilà, ceux qui acceptent, tant mieux. Ceux qui n'acceptent pas, tant pis. Oui, voilà, donc là, on parle avec un masque, effectivement. Ouais. Ton congé de maternité, donc pendant la grossesse, tu disais que finalement, après coup, même si tu as raté des choses, le fait de vivre ça juste à 3, il était dans ton ventre à ce moment-là, pourquoi pas, mais là, c'est congé de maternité, t'es seule chez toi. Comment est-ce que tu as vécu ça? Parce qu'on était, donc tu as accouché en septembre, fin septembre. Début septembre. Début septembre. Oui, septembre. La deuxième vague, elle est arrivée genre en octobre, on commençait vraiment à en parler, quoi. Ouais. Donc comment tu as vécu cet isolement-là, finalement? Je pense que j'ai vécu un début de congé de maternité assez similaire à celui de beaucoup de mamans, même hors pandémie, ou un peu en train de se dire que franchement, un congé de paternité de 10 jours, c'est une hérésie. Mais bon, voilà, les choses ont changé aujourd'hui, c'est un petit peu plus long, donc tant mieux, parce qu'on a vraiment besoin de l'aide des papas beaucoup plus que ça. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai eu l'aide de personne, en fait. Parce que ma maman, c'est quelqu'un qui était la personne en qui je faisais le plus confiance. C'est quelqu'un qui est assez stressé aussi, donc qui ne voulait pas prendre Raphaël non plus dans ses bras, par peur aussi de lui transmettre quoi que ce soit. Je pense que c'est aussi propre à beaucoup de mamans, même hors pandémie. C'est difficile de déléguer, de confier son bébé dans un premier temps. Il y en a qui arrivent plus facilement que d'autres, et c'est tant mieux parce que je me rends compte qu'on en a besoin. Et donc j'ai vécu un congé de maternité pour le début assez sportif, où j'étais avec mon petit garçon, mais encore une fois, des beaux moments, très fusionnels. Je pense que je garderai toujours une relation spéciale avec Raphaël, et oui, et bon, c'est le cas avec un premier, et toutes les mamans ont une relation spéciale avec chacun de leurs enfants, mais il y aura toujours cet aspect-là où on a été vraiment fusionnel, trop fusionnel parfois, je dis parfois. Et puis alors j'écris aussi un petit journal quand j'étais enceinte, et bon, c'est un garçon, donc je sais pas si ça l'intéressera de le lire un jour, mais voilà, où on voit vraiment l'évolution de mes sentiments, de mes angoisses par rapport à ce Covid, et
finalement, ça en fera peut-être un document historique un jour. Bah ouais, bien sûr, parce qu'on est dans une situation historique. Enfin, on espère en tout cas que ça va pas devenir la normalité et que ça sera juste un moment dans notre existence. Ce carnet, justement, quand tu l'écrivais, c'était pour te faire du bien à toi aussi, ou c'était vraiment dans l'idée de transmettre un jour Donc ce je qu'il a suis vécu, quoi. journaliste et j'ai toujours aimé écrire. J'aime bien l'idée de transmettre. Encore ici, début d'année, j'ai commencé un nouveau petit carnet qui s'étale sur 5 ans, où chaque jour j'écris une petite phrase pour résumer ma journée. J'aime bien garder des traces, des souvenirs d'éléments plus ou moins marquants. Et comme je dis, je l'ai fait pour moi parce que je ne suis pas sûre que Raphaël, ça l'intéressera un jour et je lui en tiendrai par rigueur. J'ai demandé à mon mari, et toi, si ta maman avait tenu un journal pendant qu'elle était enceinte de toi, t'aimerais le lire? Il m'a dit, rien à foutre. Voilà, ça dépend un peu des personnalités, des sensibilités de chacun. Mais je pense que moi, dans quelques années, ça me ferait plaisir de le lire. Je pense que moi, ça me ferait plaisir de le lire aussi quand je serai enceinte d'un deuxième enfant. Je pense que j'ai appris beaucoup de choses et que je serai aussi, je l'espère, plus sereine. Donc transmettre, pas forcément. Plus pour moi, ça m'a fait du bien sur le moment même. Et pour me souvenir, moi aussi, me rappeler. De tout ce que vous avez traversé, quoi. Donc, congé de maternité, télétravail obligatoire. Donc ça, c'est un peu l'avantage quand même quand on a un petit, j'imagine. Est-ce que l'idée de le mettre à la crèche était sur la table ou pas du tout? Ça l'était déjà pas, Covid ou pas. C'est peut-être un défaut de ma part, mais vraiment, j'ai énormément de mal à déléguer, à faire confiance. C'est un travail que je dois faire sur moi-même. J'ai décidé de ne pas me mettre la pression par rapport à ça, de prendre le temps qu'il faudra pour être assez en confiance pour confier mon petit garçon. Donc je télétravaille, je travaille quand il fait ses siestes, j'ai la chance d'être indépendante, donc j'adapte un petit peu mes horaires, je travaille le soir, les week-ends quand papa est disponible. Je vais déposer quand même de temps en temps maintenant Raphaël chez ses grands-parents quand j'ai besoin, quand j'ai un rendez-vous, une réunion. C'est à chaque fois très difficile pour moi, mais c'est comme ça. Et en plus d'avoir la peur de... Enfin, la douleur de se séparer de son enfant que toutes les mamans connaissent, tout en sachant qu'il faut se rappeler que c'est souvent plus dur pour nous que pour eux, j'ai en plus cette peur de voir mon fils tomber malade, quoi. Tu me le disais, tu as aussi cette angoisse parce que tu as perdu un proche du Covid. Oui. Et ça, je suis très heureuse parce que donc, il s'agit de mon grand-père paternel. Il avait 86 ans et il avait des problèmes aux poumons déjà. Donc voilà, une personne à risque. Je suis très heureuse parce qu'il a pu rencontrer Raphaël quand même avant de nous quitter. Et ça a changé aussi un petit peu les choses pour moi parce que donc, mon grand-père a été hospitalisé quand les hôpitaux étaient vraiment saturés. Et de par son âge, donc il avait 86 ans. Je pense pas qu'il l'aurait voulu parce qu'il était contre l'acharnement thérapeutique, mais il n'a pas eu accès aux soins intensifs ni à un respirateur parce qu'il fallait laisser la priorité à des personnes plus jeunes. Et c'est vrai qu'on parle souvent de ces personnes âgées et qu'on se dit, oui, ça n'arrive qu'aux vieux. Mais en fait, ces vieux, ils comptent pour nous. Moi, mon grand-père, il est parti avec tous ses souvenirs, avec tous nos souvenirs. Et c'est dur quand on vit la situation de plein fouet, même si je pense que c'est normal, c'est plus difficile pour ceux qui restent. Et mon grand-père, il a pas été spécialement affecté comme je l'ai été par le Covid. Il a continué à aller au bridge et au golf. Il n'était pas stressé, mais bon voilà, il a été hospitalisé. On avait très peu de ses nouvelles parce qu'on ne pouvait pas aller le voir. Et moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, de savoir qu'il est mort seul, sans que personne n'ait pu lui dire au revoir. De l'avoir enterré dans des conditions vraiment atroces, parce que le nombre limité. Donc j'ai été toute seule, sans Antoine, sans Raphaël, pour... De toute façon, j'aurais pas voulu emmener mon bébé à un enterrement spécialement, mais j'aurais peut-être aimé que mon mari soit là pour me soutenir, sachant qu'il n'y avait personne d'autre dans l'assemblée que j'aurais pu prendre dans mes bras si j'avais envie de pleurer. J'avais fait un discours et on se dit, on monte sur cette estrade et
on doit retirer son masque pour parler et on pense à tous ceux qui sont venus postillonner sur le micro avant, plus à l'hommage qu'on a envie de rendre à son grand-père. Et il y a toutes ces personnes qui viennent désinfecter tous les sièges, qui vous comptent vraiment avec un petit calepin quand vous rentrez dans le crématorium. Enfin, c'était... Le Covid était partout, quoi, en fait. Voilà. Il en est mort, et en plus, Oui. dans tout ce qui a suivi... Et en plus, je pense que c'était quand même un bel hommage, mais c'était un hommage chronométré, avec des personnes comptées, personnes qui se touchent, des personnes qui doivent s'asseoir à 1,5 m de distance. Personne n'a pu aller à la morgue non plus, voir le corps de... Bon, c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire, et voilà, mais... Voilà, ce Covid nous a enlevé beaucoup, beaucoup de choses par rapport à mon grand-père aussi, et il y a aussi les regrets qui restent, parce que voilà, j'ai dur à en parler, mais voilà, j'aurais vraiment aimé, je me dis, j'ai refusé de lui donner mon... Il ne l'a pas demandé, mais j'aurais pu lui donner mon petit garçon dans les bras, et je ne l'ai pas fait à cause de mes angoisses. Et voilà, avec du recul, on se dit, c'est vrai, quoi, est-ce qu'on ne devrait pas plus vivre, et voilà, désolée, mais... Ça m'a vraiment enlevé beaucoup de choses, cette pandémie, et je pense à tous les gens qui ont sans doute vécu bien pire que moi. Et mon petit garçon, je l'ai appelé Raphaël parce que ça signifie celui qui guérit. Et il a guéri beaucoup de choses pour moi, parce que il va sûrement pas guérir le Covid, mais finalement, en fait, si je l'avais pas eu lui, qu'est-ce que ça aurait été cette année ? Comment je l'aurais vécu, parce que lui, il a vraiment été... il a été notre lumière, quoi. On s'est concentré sur lui, sur ma grossesse. C'était notre bonheur, ça l'a été pour nos parents aussi. Et donc, ouais, il nous a sauvés à bien des égards, quoi. Et donc voilà, c'est celui qui guérit, c'est celui qui m'a guéri, celui qui a guéri son papa aussi. Et... Qui vous a donné de la perspective, voilà. En tout cas. C'était vraiment la lumière dans cette période si sombre. Et donc, en fait, tu penses que finalement, le fait d'être maman dans une période comme ça, t'as finalement fait plus de bien que de ne pas l'avoir été ? Parce que c'est aussi le fait d'avoir un enfant qui peut provoquer les inquiétudes. Oui, c'est vrai, c'est ça qui a provoqué les inquiétudes. Comme je te l'avais déjà dit, je pense que je n'aurais pas été enceinte, je n'aurais pas été maman, j'aurais été nettement moins à cheval sur les règles. Je pense qu'il faut respecter les règles, mais qu'il y a la règle et l'esprit de la règle, et donc ces règles, il faut pouvoir aussi les interpréter. Et je pense que j'aurais quand même vu un petit peu des copains, et j'aurais été un peu plus souple, mais voilà, s'il y a eu ces inquiétudes pour mon bébé, mais... Est-ce que tu penses que tu aurais été la même maman ? Donc tu es encore jeune maman. Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais été la même maman s'il n'y avait pas eu de pandémie ? Je pense que j'aurais été la même maman pour Raphaël. Je pense que j'aurais pas été la même fille pour mes parents. C'est plus la même amie. Mais pour Raphaël, je suis la même maman, oui. Avec ou sans pandémie. Qu'est-ce que tu as envie de dire finalement aux mamans qui ont vécu aussi ce truc-là comment est-ce que vous faites ? Parce que ça fait toujours du bien de se dire aussi, ok, je suis pas seule à avoir vécu ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie ? Qu'est-ce que tu aurais voulu entendre qu'on t'a peut-être pas dit cette année et que toi, du coup, tu aurais envie de dire aux Je pense que déjà toutes les mamans l'ont vécu très différemment, parce que j'ai eu beaucoup de copines qui ont été enceintes et qui l'ont très très bien vécu, qui se sont beaucoup moins mis la pression que moi. Je connais des filles qui sont tombées, qui ont eu le Covid enceintes et qui s'en sont très bien sorties aussi, et sans que ça les stresse outre mesure comme ça m'a stressé, sans que ça m'a stressé moi, comme ça m'a stressé moi, pardon. Donc je pense que qu'est-ce que j'aurais envie de dire aux autres mamans ? De penser à elles et à leur petit bout, mais de faire la part des choses entre ce qui leur fait du bien, de faire attention à elles, mais de ne pas avoir peut-être trop peur, comme moi j'ai eu peur, et puis de se dire que, ouais, de voir les choses positivement, que ces bébés sont nés dans un contexte historique, mais... Voilà, il y a des gens qui
qui ont eu pour projet. J'ai l'impression que j'ai jamais entendu autant de grossesse autour de moi que cette année, alors que pour moi, ça me paraît, mais faire un bébé pendant une pandémie, déjà en temps normal, on se dit, est-ce qu'on va encore faire des bébés aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit? Mais alors pendant une pandémie, et pour beaucoup de gens, en fait, oui, comme je le disais, finalement, Raphaël, ça a été positif, parce que 2020 était la pire année de la vie de beaucoup de gens, mais pour moi, c'était sans doute la plus belle, c'est celle où je suis devenue maman. Donc voilà, il y a plein de gens qui ont fait des bébés pour pas pour s'occuper, mais Pour trouver de la lumière finalement, pour comme trouver tu le disais, de quoi, la ouais. lumière, et parce que voilà, on n'a jamais eu autant de temps, donc oh là là, tout le temps que je consacre à mon fils, si j'ai d'autres enfants hors pandémie, je l'espère, aucun de mes enfants n'aura autant de notre temps à tous les deux. Il a ses parents tous les jours à la maison, près de lui. C'est une chance incroyable pour les enfants. Donc voilà, je sais plus, je divague, je sais plus quelle était ta Qu'est-ce que tu question. dirais aux autres finalement? Tu viens de répondre que Ouais, voilà. chacun trouve les choses qui lui font Voilà. du bien dans une période où... Je pense que c'est juste s'écouter, essayer de relativiser, penser à soi, à ce qui nous fait du bien aussi, parfois. Parce que je me suis rendu compte les rares fois où j'ai vu des gens, je me suis dit waouh, ça fait quand même vachement du bien et au moral de voir un peu des gens et de sortir. De faire la part des choses, mais Là, au moment où on se parle, on est presque mi-février. Ça commence, ils sont en train de parler de rouvrir les coiffeurs aujourd'hui. On a l'impression que les chiffres sont quand même bien en baisse. Comment est-ce que tu te projettes du coup dans l'année à venir? Est-ce que tu penses que tu vas réussir à te détendre? Est-ce que voir par exemple les chiffres baisser, tu te dis que tu vas pouvoir retrouver une vie normale, familiale, extérieure, en contact avec des gens? je l'espère. Moi, je suis vraiment pro-vaccin, pro-vaccination. Après, je sais pas si je vais le faire personnellement parce que, comme je l'ai dit, j'aimerais retomber enceinte et pas dans super longtemps non plus. Donc, apparemment, il y a toujours un flou aussi là-dessus, donc sur le vaccin et la grossesse. Donc voilà. Mais j'espère, moi, je rêve de mes premières vacances en famille cet été. Voilà, je sais pas si je serai. Je me vois mal encore. Aux terrasses des restaurants ou dans un hôtel avec plein de monde, mais j'espère au moins pouvoir prendre quelques jours de repos dans une petite maison dans le sud de la France. Je me vois mal encore aller dans un aéroport, prendre un avion avec plein de monde, c'est encore des choses qui sont un peu difficiles pour moi. Mais bon, je vois quand même l'avenir positivement et je pense que comme beaucoup de gens... va falloir que je lâche un peu la bride parce que voilà, on est humain et on a besoin des autres et on a besoin de voir des autres et parfois on a envie de se dire si on est malade, tant pis. Et tu le disais là au début, il y a eu un switch. L'angoisse a vraiment débuté suite à une phrase précise. Est-ce que tu penses que dans l'autre sens ça fonctionnera comme ça aussi? Est-ce qu'il y aura un switch où tu te diras ok, là j'ai l'impression que c'est bon, on en sort quoi? Ou est-ce que ça va être un travail de longue haleine pour que tu arrives à moins qu'on me dise que nos enfants sont immunisés contre le Covid, je crois pas que j'aurai un switch. Je pense que c'est un travail vraiment à faire sur moi-même que je fais vraiment. Moi, j'ai pas... Aujourd'hui, je me suis dit déjà quand il serait né, j'aurais moins peur en fait. Quand il serait né, j'aurais moins peur parce que... il sera plus dans mon ventre, donc c'est plus moi si je suis malade, enfin, voilà, si lui il est malade, ça devrait pas normalement avoir de conséquences trop lourdes pour lui. Puis je me suis dit oui, mais si moi je suis malade avec ma santé un peu fragile, ça va dégénérer. J'allaite mon bébé, donc je pourrais plus le nourrir. Après c'est pas ça, le lait artificiel c'est tout aussi bien, mais c'était quelque chose. L'allaitement était quelque chose auquel je tenais. Je me dis aussi, et si je dois être hospitalisée et que mon petit bout qui est tellement accro à sa maman se retrouve sans sa personne référente. Alors que, bon, il s'en serait très bien sorti, hein, mais voilà, j'avais peur pas moi de mourir du Covid, mais d'être malade et de plus pouvoir m'en occuper, en fait. Ou de le voir lui malade. J'ai quand même eu aussi des échos de petits bébés pour qui ça a été un petit peu quand même plus compliqué. Pas dramatique, mais quand même un petit passage à l'hôpital qu'on n'a pas forcément envie. Et tu l'avais écrit si bien dans l'un de tes articles sur ton blog que la première chose que tu avais ressentie
en ayant ton petit garçon dans tes bras, c'était cette sensation d'avoir envie de le protéger encore plus que de l'amour. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti même à la minute où il était dans mon ventre, plus que de l'amour. C'est je dois protéger ce petit être et il va falloir que je lâche prise parce que voilà, il va aller à l'école, on va lui donner des coups de pied, il va tomber, ses copains de classe vont lui faire des sales coups et je vais pas pouvoir toujours le protéger, il va tomber malade. Et c'est comme ça, c'est la vie et ça m'est arrivé aussi et je suis heureuse et voilà. Donc, mais je pense que c'est un travail pour toutes les mamans et que quand on a déjà un tempérament comme le mien, vivre tout ça dans une pandémie a un peu accentué les choses, quoi. Ouais, ça démultiplie l'angoisse. Ouais, Quoi. voilà. Et donc, du coup, pour cette année, on te souhaite quoi? Des vacances en famille? Des vacances en famille, des retrouvailles avec mes proches, beaucoup de câlins aussi, parce que j'ai besoin de prendre mes parents dans mes bras, ma sœur aussi. Ma petite filleule est née cette année aussi, j'ai besoin de la câliner, de la choyer comme j'aimerais le faire. Ouais, beaucoup, beaucoup d'amour, des vacances, des câlins. Voilà. Merci Laura pour toutes ces confidences et à la fois c'est horrible parce que tu me racontes tout ça et moi je peux même pas te prendre non plus dans mes bras alors que j'ai juste envie de te serrer dans mes bras donc voilà, quelle étrange année et quel courage finalement tu as eu de traverser tout ça voilà, la tête haute pour ton petit garçon. Donc merci pour tes confidences. Merci à toi.